il y a vraiment ces problèmes fondamentaux qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe dans les médias et qui vont à l'encontre en fait, de notre droit à l'information. À côté de ça, on a aussi des médias en France qui diffusent des contenus climato-sceptiques, encore en 2023. Donc par exemple, pour le nommer, Le Figaro a fait une double page climato-sceptique avec une publicité pour un livre climato-sceptique. C'est quand même assez dingue de se dire qu'on peut faire des reportages qui incitent à faire quelque chose que la représentation nationale condamne. Et aujourd'hui, eh bien, j'enregistre avec Eva Morel. Salut Eva. Salut. Comment ça va ? Très bien. Heureux de te recevoir dans ce lieu. J'espère que tu profites de la splendeur des lieux. On est sur la pierre apparente. On est vraiment très bien. J'espère que le son vous ira parce que du coup, ça résonne un peu. Aujourd'hui, on va parler de médias. On a déjà eu un épisode sur le rôle des médias dans l'urgence climatique avec YouMatter, Clément Fournier. Et on parlait plutôt de la partie journaliste. Comment est-ce qu'un journaliste peut faire un bon article qui parle bien du climat. Aujourd'hui, on va aller sur un côté un peu plus macro. Donc toi, est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Eva Morel, je suis collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale et j'ai cofondé il y a désormais 1 an avec Anis Vernière, Lola Morel et Jordan Alouche, Quota Climat. Quota Climat, c'est une association qui travaille sur le traitement médiatique de l'urgence écologique. Et globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on interpelle les médias pour qu'ils parlent mieux et davantage de climat. Ok, très clair, très rapide. Avant qu'on plonge un peu dans le détail, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Quota Climat ? C'est quoi ton parcours et c'est quoi ton œil d'entrée, ton sentiment vis-à-vis de cette urgence médiatique et climatique ? Je vais reprendre cette phrase, de cette urgence médiatique et climatique. Alors, le constat initial, c'est que donc avec Lola Morel et Anis Vernière, on était collaboratrices parlementaires au moment du lancement de Quota Climat. Et ce qu'on constatait, c'était la très faible interaction entre le milieu politique et le milieu médiatique. En fait, globalement, ce qu'on observait, c'était que les responsables politiques, pendant la campagne présidentielle, étaient très peu interrogés sur les questions d'écologie. Il y a eu le baromètre de l'affaire du siècle qui a chiffré entre 2 et 5% de l'espace médiatique les enjeux écologiques. Et c'était particulièrement préoccupant parce qu'à ce moment-là, il y avait le rapport du GIEC qui venait d'être publié, donc le rapport d'évaluation qui synthétise l'état de la connaissance internationale et du consensus scientifique sur les questions d'écologie. Et donc, en tant que collaboratrice parlementaire, on voyait qu'en fait, les responsables politiques arrivaient très peu préparés aux interviews sur ces questions, puisque les journalistes ne leur mettaient pas, disons, une exigence élevée sur ces questions. Donc, il y avait peut-être des questions générales qui allaient être posées, mais derrière, pas forcément davantage. Donc, nous, ça nous a semblé important de dire, voilà, les journalistes ont un rôle à jouer en matière d'accélération de la mise en mouvement écologique, en confrontant les responsables politiques, mais en fait, quand on creuse un petit peu, c'est aussi le cas des entreprises, confrontant les responsables économiques aux enjeux écologiques qui sont les nôtres et qui sont partagés. Souvent, on parle du triangle de l'inaction entre économie, politique et citoyen. Et en fait, nous, ce qu'on a considéré, c'était que les médias étaient un petit peu au centre de ce triangle et que c'était les acteurs, alors peut-être pas... c'était pas forcément l'impensé de la transition écologique jusqu'à présent, parce qu'il y avait par exemple le Guardian en 2019 qui s'est engagé à davantage traiter ces questions. En Allemagne, on a le Spiegel Online qui a de plus en plus intégré la couverture de ces sujets. Donc, à l'international, en France, on a Le Monde aussi qui travaille assez bien sur ce sujet avec les décodeurs. Récemment, ouais, voilà, il y a eu beaucoup de médias français qui se sont engagés. On pourrait y revenir parce que ça a été une vague sur la dernière année de prise d'engagement et qu'on salue, hein, parce que c'est assez historique ce qui est en train de se passer. Mais avant, disons, 2022, et notamment avant la campagne présidentielle et l'été 2022 qui était particulièrement préoccupant en termes de conséquences, il n'y avait pas forcément, disons, de prise de conscience médiatique qu'il fallait améliorer ce traitement. Voilà, donc nous, c'était le point de départ. On s'est dit, il y a quelque chose à faire en termes de mobilisation écologique citoyenne pour que les citoyens interpellent les médias et réclament un meilleur traitement de ces sujets. Faut savoir qu'en France, dans la Constitution, il y a inscrit notre droit à l'information environnementale depuis la Charte de l'environnement de 2005. D'accord. Et ce droit, en fait, n'est pas respecté. Il y a 11% des Français qui se déclarent tout à fait informés sur le réchauffement climatique, ce qui est beaucoup trop peu au vu de ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, ça, c'était un peu le point de départ de l'association. Ok, 2 à 5%, du coup, c'est le... Donc ça, c'était en période électorale. Et ça devrait être quoi, en fait, la bonne couverture ? Alors pour nous, il n'y a pas de chiffre qui serait une bonne couverture. On a volontairement interpellé sur un quota. C'était le point de départ qui était provocateur, qui permettait d'interpeller les médias. Ça fait beaucoup réagir. Les médias n'étaient pas forcément
ravis, disons, de cette proposition parce qu'elle a été perçue peut-être comme antagoniste à la liberté d'expression ou la liberté éditoriale des médias, ce qui n'est pas le cas. On met vraiment l'accent là-dessus. Mais le quota de 20%, donc ça a été l'objet d'une tribune qui a été publiée dans le journal du dimanche l'année dernière, dans le moment où il y avait peut-être encore le droit à des tribunes libres, parce qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué. Mais donc ce quota de 20%, il se basait sur une étude de l'INA qui avait été publiée en plein cœur de la crise du Covid et qui chiffrait à 80% l'espace médiatique accordé à la crise sanitaire en plein cœur de la crise. Pour dire, en fait, quand il y a une crise majeure qui menace la santé publique, l'ordre public, nos libertés fondamentales, on est capable d'accorder un espace médiatique conséquent à ces questions. L'écologie, je l'ai dit, pendant la campagne présidentielle, c'était entre 2 et 5%. Nous, on a lancé un baromètre avec Data for Good, qui est une association d'ingénieurs engagés pour l'intérêt général. On connaît bien, Lou Velgrin y passait dans le podcast. Ah, bah, super. Voilà, Lou Velgrin, co-présidente avec Théo Alves d'Acosta. Et donc, avec ce baromètre, on a pu, disons, objectiver davantage le constat qui n'avait pas été pérennisé après la campagne présidentielle par l'affaire du siècle. Et donc, ça nous a permis de chiffrer plusieurs événements médiatiques importants, enfin, plusieurs événements écologiques qui auraient dû être médiatiques et qui ne l'ont pas forcément été. Par exemple, la COP27, qui a pu représenter 1,3% de l'espace médiatique. C'était moins que la COP26. Donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris à la rentrée 2022 par les médias. Et au final, ça ne s'est pas traduit par une augmentation quantitative du traitement, peut-être qualitative, mais en tout cas, la quantité est un préalable à ce qu'on en parle mieux aussi. Donc, pour nous, c'était préoccupant. Un autre chiffre assez frappant, pendant la COP15, biodiversité, ça a représenté 0,3% de l'espace médiatique. En comparaison de la Coupe du Monde de Qatar qui se tenait en parallèle, c'était 20 fois moins. Et l'idée n'est pas de comparer un événement qui touche l'intégralité du public, parce que les événements sportifs, c'est particulier, voilà. Mais pour dire, quand un événement est médiatique, ça donne une couverture médiatique qui est généralement à plus de 15%. Ouais. Mais tu vois, j'allais dire, en fait, pour moi, la différence, c'est que un événement comme la Coupe du Monde ou même comme la crise sanitaire, c'est très ponctuel, donc on a envie d'y donner beaucoup d'espace. Alors que l'écologie ou la crise climatique, ça a l'air d'être un peu plus au long cours, un peu moins visible, et du coup, on ne se voit pas. Mais en fait, tu le dis, ce n'est pas juste la crise climatique, c'est aussi les événements ponctuels qui sont liés à ce sujet-là, notamment une COP. Et effectivement, ça pourrait être pris comme un événement particulier qu'on a besoin de relayer à des plus hauts niveaux. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent l'écologie, c'est perçu comme un sujet qui va être rapidement abordé. C'est-à-dire, on va parler des grands enjeux, on va parler de la crise qui est en cours, et puis globalement, après, on a l'impression de radoter. Sauf qu'en fait, quand on creuse un petit peu le sujet, c'est infini. Il y a déjà, en termes de connaissances scientifiques, le niveau de connaissances basique des Français est très faible. Il faut savoir qu'en France, 37% de la population ne croit pas dans les conclusions du GIEC, c'est-à-dire que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Pourtant, la connaissance scientifique est sans équivoque sur le sujet. Donc, voilà. Rien que le fait de dire croire, c'est bizarre. Voilà, comme si c'était une croyance. Et il y a cette confusion qui est faite entre faits et opinion, qui est pour nous en grande partie liée au traitement médiatique de ces sujets. Donc voilà, donc il y a déjà ce problème basique de connaissance. Mais ensuite, quand on creuse, je disais, le nombre d'angles médiatiques pourrait être infini parce que déjà, il s'agirait d'expliquer les causes de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, par exemple, en ce moment, il se passe une canicule sans précédent, une canicule terrestre, mais aussi marine. Il se passe un effondrement de la biodiversité, il se passe des incendies. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'on pourrait traiter, qu'on pourrait expliquer. Et ensuite, quand on creuse, dans chaque secteur d'activité, il y a des ramifications, il y a des conséquences. Par exemple, des choses qui sont très peu traitées, c'est les conséquences sur les hôpitaux, les conséquences sur les décès, les personnes qui décèdent, les profils sociologiques, le fait que ce soit particulièrement des femmes âgées qui en meurent. L'année dernière, on a eu 60 000 morts de la canicule. On n'a jamais parlé une seule fois dans les médias, et d'ailleurs Valérie Masson-Delmotte nous rappelait hier à l'Assemblée qu'en fait, on n'a jamais de portrait des victimes du réchauffement climatique en France, mais ce serait intéressant de savoir qui sont ces personnes. On ne parle pas des ouvriers qui sont exposés à des fortes chaleurs pour qui les conditions de travail se précarisent de plus en plus. En fait, il y a un nombre d'angles sur les conséquences énormes. Et là, je ne parle que des causes-conséquences. Si on aborde ensuite les solutions, c'est infini, puisqu'en fait, on a encore à peine à balbutier en termes d'invention de solutions. Si on commençait à parler de tout ce qui se fait sur les territoires, de tout ce qui se fait en France, à l'international, en fait, on pourrait en parler tout le temps. Enfin, l'idée n'est pas de dire qu'il faudrait parler d'écologie tout le temps. Il y a plein d'autres sujets passionnants. Mais c'est pour dire, en fait, le nombre d'angles est immense. Là, on en est à 105 heures d'enregistrement sur The Big Shift. Il y en a facilement 400 ou 500 autres avant de pouvoir commencer à se dire est-ce que j'ai fait le tour.
Donc oui, je vois très bien ce que tu veux dire là-dessus. J'aimerais juste qu'on revienne un peu en arrière, parce que tu disais, donc tu parlais du triangle de l'inaction, et puis tu disais les médias, ils sont un peu au milieu de ça. Et j'aimerais bien comprendre le pouvoir qu'on donne aux médias là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont au centre de ça? Est-ce qu'ils ont vraiment autant de pouvoir qu'on imagine? Alors, il y a une phrase dans le rapport du GIEC qui est sorti en 2022 qui exprime très bien ça. En fait, les médias, ils sont à la fois des prescripteurs d'opinion et des transmetteurs d'informations. Et donc, en ça, ils sont, disons, au centre de l'état de la connaissance que peut avoir le grand public. Il faut savoir qu'en France, donc, la Fondation Descartes a essayé d'analyser qui étaient les principales sources de confiance sur l'information climatique. Et en fait, ça reste les médias mainstream, même si la plupart des gens s'informent désormais sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même ce côté, quand une information provient d'un média, par exemple d'un JT ou d'un journal de premier plan en France, on va croire cette information beaucoup plus facilement. Et donc ça va formater notre représentation du monde sur ces questions. Aujourd'hui, la représentation du monde que nous permet d'avoir les médias, elle est très partisane, elle fait de l'écologie un enjeu militant, elle fait de l'écologie de plus en plus une question d'opinion, alors qu'en fait, il y a certaines choses qui devraient s'extraire du partisanisme, d'un enjeu d'identité politique, pour plutôt devenir juste un état des connaissances fondamentales comme on pourrait avoir sur, par exemple, le fait que la planète soit ronde. En fait, on devrait considérer que l'origine humaine du réchauffement climatique est quelque chose de non débattable. Le fait que l'émission de gaz à effet de serre proviennent majoritairement des énergies fossiles et des secteurs d'activité qui en émettent le plus, ça devrait être des choses qu'on apprend à l'école, que tout le monde devrait savoir, qu'on voit partout dans les médias, pour s'élever un petit peu au-delà et commencer à débattre d'autres choses. Parce qu'il va y avoir des choix démocratiques qui vont s'opérer sur la transition, qui sont indispensables et qu'on met encore trop peu en débat. Donc en fait, le rôle des médias, c'est vraiment de rehausser l'état de la connaissance fondamentale du grand public sur ces questions, de permettre que certaines choses deviennent des vérités générales et qu'on aille au-delà pour ensuite passer à la mise en mouvement de la société. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur une espèce d'état de déni, d'évitement, de paralysie. En fait, c'est angoissant ce qui se passe. Et donc, on a du mal à aller au-delà. Alors qu'il y a beaucoup de leviers d'action à notre disposition, en fait, à tous les niveaux, au niveau des citoyens, au niveau des secteurs économiques, au niveau des responsables politiques. On mériterait de parler de ces leviers plutôt que de s'apesantir sur des choses qui sont asphyxiantes, en fait. J'ai du mal à me dire, tu vois, que cette absence de l'écologie dans les médias, c'est fait exprès. Que c'est une œuvre, parce qu'effectivement, on dit qu'il y a beaucoup de médias qui sont la propriété de multimilliardaires. Mais du coup, j'ai du mal à me dire, ils ont un intérêt majeur à ce que personne ne parle de climat et du coup à ce que les journalistes ne soient pas formés. Et cette théorie du complot me va pas du tout. Et du coup, je me dis, quel est vraiment le truc qui fait qu'on n'arrive pas à en parler? Est-ce que c'est juste la formation des journalistes? Est-ce que, parce qu'en fait, si c'est eux qui doivent en parler et si c'est eux qui doivent justement être ces prescripteurs d'opinion et créer cette vérité générale, est-ce que c'est juste parce qu'eux ne sont pas formés ou est-ce qu'il y a autre chose? La question de l'intentionnalité, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet d'aborder le fait qu'il y a aujourd'hui deux groupes de médias. Il y a les médias qui parlent de plus en plus de ces sujets parce qu'ils ont envie de s'en préoccuper et qu'ils ont conscience des carences et qui pensent que ces carences sont problématiques. Et il y a une partie des médias pour qui traiter d'écologie, c'est quasiment une guérilla idéologique en fait. Ça ne fait pas partie de leur ligne éditoriale, voire leur ligne éditoriale est idéologiquement opposée au fait de parler d'écologie. Et donc, pour nous, il y a en fait quasiment un clivage qui s'opère de plus en plus entre ces deux groupes de médias. Il y a un certain nombre de médias qui se sont engagés à la rentrée 2022. Donc, on a eu la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Ouais, qui a été faite avec Vers le Média. On avait eu Lou sur le podcast. Voilà. Gillière. Exactement. Il y a donc un collectif en fait, de journalistes qui a été à l'origine de cette charte, qui est en 13 points et qui donne des clés pour que les journalistes parlent davantage et mieux de ces sujets, avec par exemple des préoccupations sur la transversalité dans les rédactions, sur la sémantique utilisée, parler d'urgence et pas juste de changement, ce type de choses. On a aussi le tournant vert de Radio France, France Télévisions qui a eu un plan d'action, TF1, Le Monde qui s'est engagé avec des formats innovants sur le sujet. En ce moment, par exemple, il y a le nouveau format sur l'adaptation climatique des territoires. Donc, voilà, des choses très intéressantes. La transformation du bulletin météo en un bulletin climat. Sur France Télévisions, ouais, ça c'est un super exemple aussi qui touche entre 6 et 7 millions de Français chaque jour. Et ça permet vraiment de comprendre qu'en fait, la météo, c'est le sous-titre du film Dérèglement climatique. Et chaque jour, en fait, de comprendre les conséquences de ce qui se passe dans les territoires à cause de ce changement. Donc, c'est des choses qui sont super intéressantes. À côté de ça, on a aussi des médias en France qui diffusent des contenus climato-sceptiques, encore en 2023. Donc, par exemple, pour le nommer, Le Figaro a fait une double page
climato-sceptique avec une publicité pour un livre climato-sceptique. Il y a, je crois, 3 semaines. Et ça, c'est particulièrement problématique. Ou encore, sur TF1, on pouvait voir, alors que les députés français et européens s'étaient engagés à avoir un moratoire sur l'exploitation des fonds marins, TF1 a fait un reportage sur l'opportunité économique que représente l'exploitation marine des fonds marins. Et en fait, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on peut faire des reportages qui incitent à faire quelque chose que la représentation nationale condamne, sans même le mentionner. C'est de la désinformation quasiment. Et ça donne une impression aux citoyens que c'est des choses qui sont acceptables, alors même que les responsables politiques l'ont condamné. Donc pour nous, il y a une espèce de polarisation qui est particulièrement grave parce que ça crée 2 groupes de citoyens ensuite, des citoyens qui ont aussi des rôles dans des entreprises et dans des groupes politiques parfois. Ça crée un groupe de citoyens qui devient de plus en plus informé, voire éco-anxieux, et qui ne comprend pas pourquoi on en arrive encore à cet état de lenteur en fait de la transition écologique, et un groupe de citoyens qui de plus en plus va considérer que ne pas se préoccuper d'écologie, c'est quasiment identitaire. Et en fait, c'est quasiment ce qui se passe aux États-Unis. Désormais, être climato-sceptique aux États-Unis, ça fait partie de l'identité de certains. C'est quasiment une identité politique comme être anti-avortement ou républicain. Et en fait, on considère que c'est grave et que ça ne devrait pas se déployer dans le débat public français. La Fondation Descartes a mené une étude qui montre que c'est encore moins le cas en France qu'aux États-Unis, parce qu'ils ont une manière d'aborder ces questions qui est particulière. Qui est très polarisante, oui. C'est ça. Mais le risque, c'est que ça devienne le cas et que les médias participent à cette évolution, qui serait vraiment la pire des choses, puisqu'en fait, ça deviendrait un clivage sociétal, alors qu'il est important de comprendre que parler d'écologie, il y a plein de manières d'en parler, mais en tout cas, en parler, ça devrait être l'affaire de tous. Et quand tu parles de ça, c'est très difficile de ne pas venir au sujet de la liberté d'expression, tu vois, genre, comment est-ce que tu articules la liberté d'expression et en même temps la nécessité de clore certains débats directement et de dire ça c'est plus un débat, c'est une vérité générale, point, sans pouvoir le remettre en cause, parce qu'en fait finalement remettre en cause c'est toujours aussi la base de la construction d'un débat, je trouve. Alors qu'est-ce qu'on peut remettre en cause dans les médias et qu'est-ce qu'on peut remettre, comment est-ce qu'on fait pour le décider? C'est une des questions qu'on nous pose souvent, parce que quand on a publié cette tribune sur l'établissement d'un quota volontaire de 20% d'écologie dans les médias, on nous a dit, mais la liberté d'expression, vous la bafouez. Qu'en est-il de la liberté éditoriale qui est quand même dans la Constitution française, auquel les médias sont extrêmement attachés? Et bien évidemment qu'il est crucial qu'on y soit attaché, qu'on se batte pour que ça soit pérennisé. En fait, pour nous, c'est juste une histoire de faire la balance entre les libertés et les droits de chacun. Et on a droit à un environnement sain, on a le droit à une information environnementale. Et chacun devrait pouvoir exercer sa liberté de vivre avec une planète où les limites planétaires ne seraient pas toutes dépassées. Et les médias ont cette responsabilité de nous informer et comme je l'ai dit, de mettre en mouvement les autres sphères de la société. Le problème, c'est que quand les médias ne jouent pas ce rôle, nos libertés sont remises en question. Donc en fait, il devrait y avoir une espèce de plafond et de plancher qu'on définisse ensemble. C'est très instable, en vrai. Voilà, c'est ça. Et pour nous, le fait de travailler sur l'amélioration du traitement médiatique de l'urgence écologique par plein de leviers qui soient incitatifs. Incitatif, c'est par exemple participer à faire devenir inacceptables les mauvais contenus. Donc c'est ce qu'on fait via les interpellations quotidiennes, mais aussi en légiférant. Et on pourra en parler, on travaille sur une proposition de loi en ce moment pour mettre des mesures législatives pour encadrer l'information environnementale dans les médias en France. Pour nous, c'est pas du tout contradictoire avec les libertés fondamentales, au contraire. C'est pour les favoriser qu'on se bat pour ça. Il n'y a pas de contradiction qui puisse exister entre, par exemple, tu disais, donc c'est dans la Constitution d'être informé sur le droit sur l'environnement, sur l'état de l'environnement, et en même temps, c'est dans la Constitution d'avoir une liberté d'expression. Est-ce qu'il y a des contradictions dans cette Constitution? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que l'environnement sur lesquels il y a des droits fondamentaux à l'information ou pas? En fait, c'est intéressant parce que je pense que jusqu'à présent, le droit à l'information environnementale, il n'était pas directement rattaché au traitement qu'en faisaient les médias, mais plutôt, par exemple, quand il y avait des consultations publiques sur des grands projets d'ampleur nationale. Est-ce que les citoyens soient informés sur les tenants et aboutissants de ces grands projets pour pouvoir s'y opposer, puisque c'est leur droit de se mobiliser contre, si jamais ils sentaient qu'il y avait un besoin. L'interprétation liée aux médias, je pense qu'elle est plus récente et elle est liée à la prise de conscience qu'il y a une déficience qui est latente et sur laquelle on ne s'est pas attelé jusqu'à présent. Et cette déficience, donc, pour nous, elle est de 4 types.
elle est tout d'abord quantitative, et je l'ai abordée sur le fait que ce soit très peu présent, à de l'ordre de quelques pourcents dans les médias, alors qu'il y a des grands événements qui pourraient expliquer qu'on en parle davantage. Il y a aussi des questions de qualité. Là, la qualité, ça va être plus lié aux interventions climato-sceptiques dans les médias, au fait que les visuels soient pas adaptés à la crise. Donc, par exemple, on va encore cet été, là, hier matin, je regardais les différents JT. On parle de la canicule avec des gens qui sont à la plage et qui mangent des glaces et juste qui se plaignent d'avoir chaud. En fait, c'est totalement réducteur. C'est pas du tout les conséquences qui s'opèrent dans les territoires. Encore une fois, je rappelle qu'il y a des décès, il y a des conséquences tangibles sur les rendements agricoles, sur la qualité de l'eau, sur les conditions de vie de plein d'habitants, sur des migrations environnementales de par le monde. On ne devrait pas pouvoir parler de ça uniquement avec des gens à la plage. Pourtant, c'est vraiment l'angle adopté par les médias. Sur la question d'angle, il y a aussi beaucoup d'omissions. Donc, par exemple, on va choisir des angles qui ne traitent qu'une portion du problème, qui n'est pas représentative de sa globalité et qui réduit en fait le champ de pensée de l'audimat. Donc, pour nous, c'est vraiment problématique. Et la confusion régulièrement faite entre faits et opinions. Donc, en fait, le fait de considérer qu'on puisse remettre en débat constamment des faits scientifiques avérés. Il y a beaucoup de scientifiques qui considèrent que le rapport de la société à la science va en décroissant, de piètre qualité en ce moment, et ça participe à ce fait-là. En fait, on considère qu'on fait confiance au GIEC ou on ne fait pas confiance au GIEC. Non, mais en fait, il y a des méthodologies scientifiques qui permettent d'aboutir à ce consensus. C'est pas une question de confiance, à moins de maîtriser en fait les méthodologies sur le bout des doigts et de considérer qu'il y a des biais. Mais si on n'est pas scientifique, c'est pas notre place de dire que on ne peut pas accorder, voilà. Donc il y a ce problème-là. Ensuite, il y a le problème de la transversalité dans l'information. Le fait qu'on parle d'écologie que dans des rubriques silotées. Alors, des personnes qui seront très intéressées sur les questions d'écologie vont consulter ces rubriques. Par contre, les autres ne vont pas forcément s'en préoccuper. Et quand on va parler d'économie, considérer qu'en fait, on ne parle que d'économie et que l'angle secondaire écologie n'est pas pertinent. Mais en fait, sans prendre en considération les variables physiques fondamentales, on ne peut pas parler de croissance, ça n'a pas de sens. Enfin, croissance sur quelle planète, avec quelles ressources, à l'aide de quelle matière première. Enfin, tout ça a besoin d'être introduit comme angle d'analyse pour comprendre que, en fait, peut-être que la croissance de certains secteurs est précarisée par les crises écologiques en cours. Et dernière chose, la dissonance qui est créée entre les contenus publicitaires et les contenus éditoriaux. C'est vraiment frappant de voir encore aujourd'hui, par exemple sur une matinale de France Inter, Greta Thunberg qui intervient pour alerter l'ensemble de la planète sur ce qui se passe, et ensuite une publicité qui nous incite à aller voyager à l'autre bout du monde en paquebot. Non, en fait, il y a une contradiction vraiment nette entre les deux, et ça ne permet pas à l'audience qui entend l'alerte, puis qui entend loisir, plaisir, de comprendre qu'en fait les deux sont incompatibles. Et voilà, donc pour nous, il y a vraiment ces problèmes fondamentaux qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe dans les médias et qui vont à l'encontre en fait de notre droit à l'information. Ok, donc si je résume, en gros, il y a 4 grands freins. 1, la qualité de l'information. 2, la quantité de l'information. 3, la dissonance entre ce qu'on dit de façon éditoriale quand on le dit bien et ce qu'on met en avant en tant que contenu sponsorisé. Et 4, du coup, là, c'est ce que tu disais, la transversalité, c'est-à-dire parler d'un sujet avec un angle très réduit qui ne va pas prendre en globalité les externalités liées à l'écologie, par exemple. Donc en parlant d'économie ou en parlant de politique, etc. Exactement. Donc ça, c'est les 4 grands freins. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour adresser ces freins-là et pour les transformer en force ? Alors, c'est une vaste question. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui sont déjà en cours d'élaboration. Donc, on a parlé des chartes volontaires qui sont mises en place par les médias. C'est vraiment important que les médias se saisissent de ça et que ce soit fait entre pairs, parce que les journalistes préfèrent travailler entre eux plutôt que des personnes externes leur disent quoi faire, et ça se comprend totalement. Donc voilà, c'est important qu'il y ait la profession qui se saisisse de ces questions. Il y a les questions que tu as évoquées tout à l'heure de formation. Il y a la formation initiale dans les écoles de journalisme qui commence à être entreprise. Ils commencent à intégrer dans les socles de formation commune des éléments sur la transition. À ce stade, ça reste plus de la sensibilisation que de la formation, mais c'est quand même intéressant. Il y a surtout la formation continue. Et là, au niveau des dirigeants de médias, parce qu'on ne peut pas attendre qu'une nouvelle génération de journalistes formés intègre les médias et les positions de direction pour que ça évolue, on n'a plus le temps. Donc il faut former les directions, les rédacteurs en chef, pour qu'en fait, les journalistes qui sont sous leur direction ne se sentent pas des militants internes à pousser pour que des angles soient introduits, mais que vraiment ce soit la direction qui leur donne l'autorisation dans la direction de le faire.
Donc ça, c'est des premières choses volontaires plutôt. Ensuite, nous, on pense qu'il y a aussi une pression citoyenne à exercer pour montrer qu'il y a des choses qui ne vont plus et qui ne sont plus tolérables. Ça a été fait, par exemple, beaucoup sur les questions de diversité ou de représentation des femmes dans les médias, de montrer qu'en fait, les médias qui en parlaient mal, qui n'avaient que très peu de femmes en plateau ou qui parlaient des femmes en les cantonnant à la sphère domestique, ça les a un peu cornerisés. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'en fait, ces médias n'étaient plus des médias dignes de notre attention. C'était des médias qui étaient en fait... qui faisaient de la mauvaise information. Et ça, c'est peut-être une force aussi de petit à petit faire comprendre aux individus que s'informer par certains canaux, c'est plus l'information honnête et complète. Et je pense que sur les questions d'écologie, il y a vraiment... Ça, c'est beaucoup sur la partie un peu de désinformation, climato-scepticisme surtout, peut-être. Oui, même les angles qui sont adoptés, la façon dont d'en parler ou de ne pas en parler, le fait que quand il y a des canicules, on va en parler une fois dans la semaine et puis ensuite on va considérer que le job a été fait. Beaucoup de personnes, de plus en plus, considèrent que quand on ne parle pas d'une actualité environnementale, il y a une omission flagrante qui relève quasiment de la désinformation. Et on entend encore beaucoup ce soir, France 2 n'a pas parlé de ça, c'est quand même dingue, c'est une actualité majeure. Donc voilà, il y a cette exigence citoyenne de plus en plus forte vis-à-vis des médias qui pouvait jusqu'à auparavant s'exercer sur les responsables politiques et les responsables économiques. Et pour nous, il y a vraiment il y a quelque chose à jouer sur le fait de répliquer ça sur les médias. Et les médias nous le disent, en fait, ça met une pression interne assez importante. Ça les pousse à évoluer, même s'ils n'aiment pas qu'on le fasse. C'est quand même un moteur d'action assez important. Donc, toujours ce pouvoir citoyen de la mobilisation. Et ensuite, autre levier selon nous, le pouvoir de la réglementation. Et pour nous, c'est important, notamment pour les médias qui font partie du second groupe que j'évoquais tout à l'heure, qui ne vont pas volontairement y aller. En fait, on a besoin d'un socle commun d'information, puisque globalement, beaucoup d'individus s'informent par 1, 2, 3 canaux. Et en fait, si les canaux par lesquels ils s'informent n'ont pas intégré cette prise en considération des enjeux écologiques... Un canal, ça va être quoi ? Ça va être un support d'information, donc c'est-à-dire réseaux sociaux, hebdo ou quotidien ou presse digitale, ou alors une catégorie de médias ? Oui, alors ça peut être soit une catégorie de médias. Il y a, je pense, les cas socio-économiques supérieurs. On va avoir tendance à plutôt lire la presse, par exemple, et peut-être plusieurs types de presse. Mais il y a beaucoup de personnes aussi, et des personnes qui sont plus âgées et qui votent beaucoup, qui vont être abonnées à des journaux papier. Et je prends l'exemple de mon grand-père, il est abonné au Figaro, uniquement. Donc il reçoit le Figaro. Mais en fait, si le... Ouais, le même grand-père. si la version papier du Figaro n'intègre pas cette question, et il regarde aussi éventuellement le JT de TF1, en fait, il va que avoir accès à cette information. Il va pas lire Le Monde, il va pas regarder France 2, il va pas regarder d'autres types d'informations, des médias spécialisés sur l'écologie, loin de là. Et donc, il va pas avoir accès à ce tronc commun d'informations qui augmente. Donc, pour nous, il y a une question d'uniformiser le minimum vraiment syndical sur les questions d'écologie pour que le niveau de connaissance générale de la population soit rehaussé d'un cran et passe au-dessus du consensus scientifique. En fait, le consensus scientifique devrait être vraiment la base sur laquelle on entame les conversations sur le climat et l'écologie. Et pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, pour nous, passer par la réglementation, c'est une manière de le faire. On a rédigé une proposition de loi avec l'Institut Rousseau. Tout à fait, qui est sortie même hier. Enfin, vous avez... la rédaction a été faite dans les dernières semaines, mais du coup, vous avez sorti la version lisible par le grand public hier sur votre site. Exactement. Alors, j'ai vu qu'il y avait 3 grands articles dessus. Alors, il y en a 9 exactement, mais il y a 3 axes d'action. En fait, on a voulu passer par plusieurs pistes qui nous avaient été bien sûr suggérées par les professionnels du secteur, les professionnels de l'écologie aussi, des experts qui sont invités sur plateau et qui observent des carences régulières à leur rencontre. Globalement, ce qu'on propose, c'est dans un premier temps de doter l'Arcom, donc qui est le nouveau CSA, et qui est le régulateur, l'autorité audiovisuelle en France, indépendante, le doter de pouvoirs de sanctions et d'observation sur les questions de représentation des enjeux écologiques dans les médias. Comme c'est fait pour, par exemple, la représentation des femmes depuis 2014. Il y a une possibilité de dire, là, les femmes sont mal représentées, il y a un problème de traitement des enjeux de parité homme-femme, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, on peut saisir l'Arcom pour de la désinformation, mais par contre, pas de la désinformation spécifique à l'écologie. Donc, ça va être plus compliqué pour les personnes qui saisissent l'Arcom de démontrer que ces enjeux ont été maltraités et amènent la désinformation grand public. Donc, un article là-dessus. Un article sur de l'observatoire, donc une observation systématique par l'Arcom des questions d'écologie dans les médias pour que ce soit plus que fait par des associations comme nous,
puisqu'en fait, les données qui paraissent par des associations sont toujours considérées comme moins légitimes que les autorités publiques, ce qui est normal par les médias. Donc on aurait besoin d'avoir vraiment une objectification publique par l'État français de ces questions. Ensuite, il y a un article qui est peut-être un peu plus polémique et qui revient à l'objet de base de Quota Climat, qui était le quota. Ouais. Et là, c'est donner à l'Arcom la possibilité en période électorale, s'ils observent une carence en matière de traitement de l'écologie, de fixer un quota avec un pourcentage qui serait à leur discrétion d'enjeux écologiques dans les médias pour s'assurer que cet enjeu ne soit pas rendu périphérique dans les débats politiques. Et ça, en période électorale uniquement? Voilà. Alors du coup, il y a plusieurs périodes électorales. Là, on va Ouais. avoir les élections européennes dans un an, les élections sénatoriales, les élections locales. Donc ça, c'est quand même à des périodes régulières. Mais pour s'assurer vraiment que ça ne soit plus possible de ne pas parler de ces questions dans des périodes démocratiques qui font qu'on parle d'enjeux de société de manière plus exacerbée. Donc voilà, donc ça c'est sur la question de quotas. On a aussi dans les chartes déontologiques des médias, donc ça c'est parce que la presse écrite n'est pas régulée de la même manière que l'audiovisuel. Donc l'Arcom ne peut pas réguler la presse écrite. Donc s'assurer que dans les chartes déontologiques, on ait un certain nombre de critères qui fassent en sorte que ces questions soient mieux traitées. Okay. Et là, on reprend ce qui a été les différents points de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, pour reprendre les travaux de la profession et les intégrer dans la loi. On travaille aussi un petit peu sur la désinformation sur les plateformes en ligne, mais en ce moment, il y a de la régulation qui s'opère au niveau européen sur... il y a le Digital Services Act qui est en train d'être voté, donc qui encadre davantage les plateformes en ligne. Donc on va voir dans quelle mesure c'est possible de travailler là-dessus. Et puis dernière chose sur la publicité. Donc il y a les contrats climat, qui sont un dispositif qui a été voté pendant la loi Climat Résilience en 2021, qui était une loi qui brossait un certain nombre de propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc les contrats climat, c'est un dispositif volontaire par les annonceurs, donc les personnes qui font de la publicité au quotidien, de limiter le greenwashing, donc les informations mensongères sur le climat, et de limiter le nombre de publicités défavorables au climat, donc typiquement sur les SUV, etc. Sauf qu'en fait, ce dispositif, il est très mal mis en œuvre. Il y a eu un rapport qui a été déjà sorti. Le volontariat. L'autorégulation, globalement, sur les questions de publicité, où il y a autant d'enjeux économiques, c'est pas forcément très efficace. Mais surtout, il y a eu un rapport de l'Arcom qui a montré que 17% uniquement des assujettis, donc des annonceurs qui étaient soumis au dispositif, avaient souscrit à un contrat climat. D'accord. Okay. Et qu'en fait, parmi eux, que très peu, et j'ai plus le pourcentage exact, remplissent ces objectifs réglementaires associés au contrat climat. Donc, ça parle lutte contre le greenwashing et diminution des publicités défavorables au climat. Donc, en fait, le dispositif est totalement déficient. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est le rendre obligatoire et opposable. C'est-à-dire, tous les annonceurs assujettis devront avoir un contrat climat. Et ce contrat climat, s'il ne répond pas aux objectifs de la loi, on pourra leur opposer et ils devront retravailler sur la question. Et en fait, ça permet de toucher indirectement la publicité qui est diffusée par les médias. Donc, lutter contre les dissonances entre contenus. Ok, bah, écoute, très clair. Quelles sont les prochaines étapes? Donc là, vous avez écrit la proposition de loi. Vous en êtes où là? Alors hier, on a inauguré à l'Assemblée nationale un groupe de travail transpartisan qui est composé de 18 députés de 8 bords politiques. Donc c'est dans ce contexte un peu particulier politiquement, c'est assez intéressant de voir que le sujet du traitement médiatique de l'urgence écologique arrive à rassembler autant de différents bords politiques. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce groupe de travail transpartisan à partir de septembre qui va faire des auditions, qui va en fait partir de la base de notre travail citoyen, mais bien sûr l'étoffer d'un travail parlementaire, puisque les parlementaires mènent toujours des travaux indépendants. Et sur cette base-là, ils vont proposer une proposition de loi qui sera idéalement examinée avant la fin de l'année 2023 pour aboutir à des mesures contraignantes pour faire en sorte que les médias parlent mieux d'écologie. Donc nous, ce qu'on salue, c'est vraiment le fait qu'il y ait une prise en compte de ce sujet par les responsables politiques. Et ce n'était pas quelque chose d'évident parce que sur d'autres questions écologiques, on sait qu'il y a plus de difficultés à travailler ensemble. Donc là, on voit vraiment que le rôle des médias est endossé avec ferveur. Enfin, ça fait vraiment plaisir à voir. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que l'ambition qui était la nôtre initialement ne soit pas dévoyée dans le cadre de ce travail parlementaire et qu'on mène jusqu'au bout certaines des mesures. T'as des gros espoirs là-dessus? C'est ton indice de confiance sur le projet? J'aurais pas de confiance précise, mais en tout cas, ce qui est vraiment... qui donne de l'espoir, c'est que les responsables politiques ont pris la parole hier pendant la conférence, ont vraiment exprimé leur attachement à l'ambition du texte. On a pu échanger avec plusieurs parlementaires qui nous ont dit que même sur les mesures sur lesquelles on pensait qu'il y aurait plus de difficultés à travailler ensemble, comme par exemple le quota,
ils étaient attachés à ce que ça passe parce que c'était une espèce de garant qu'en fait, quand il y avait des gros oublis, eh ben on mette ce sujet à l'ordre du jour. Il faut savoir qu'en fait, pour eux, c'est aussi perçu comme un outil pour faire en sorte qu'ils puissent aller sur ces questions parce qu'en fait, tout va ensemble. Plus les citoyens demanderont à des changements écologiques majeurs, plus les responsables politiques verront un intérêt électoral à le faire, et plus ils le feront, et plus les entreprises aussi auront une pression à être plus ambitieuses dans la matière, parce que ce sera plus acceptable de faire du greenwashing ou juste d'être inactif sur ces sujets. Tu dis que c'est transpartisan. C'est quoi la frange des bords politiques avec lesquels vous arrivez à travailler là-dessus ? Mais pour l'instant, quasiment tous les bords politiques, sauf l'URN et les Républicains, n'ont pas exprimé de soutien direct à la proposition de loi. Ok. Donc tu disais faire un meilleur traitement médiatique. Ça ressemblerait à quoi un article qui est bien traité, qui est bien fourni? À quoi doivent s'attendre les médias dans leur nouvelle façon de travailler sur le climat? Alors pour nous, il n'y a pas d'article exemplaire, parce qu'encore une fois, on n'a pas vocation à tenir la plume des médias sur ce qu'ils devraient dire ou faire. Et déjà, là, on part en plus des médias plutôt grand public, généralistes, parce qu'il y a déjà des médias indépendants, peut-être plus petits, mais qui sont très, très calés sur le sujet. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a déjà énormément d'articles qui sortent sur le sujet. Il y a des médias qui sont là depuis très longtemps et qui font un travail incroyable, comme par exemple Reporter, qui travaille sur ces sujets. Il y a des nouveaux médias comme La Relève et la Peste, Vert, Blast, qui parlent très bien aussi de ces thématiques. Donc, il faut souligner ce travail et d'ailleurs, ça peut être une source d'inspiration pour des médias mainstream. Après, tout le monde ne peut pas avoir une ligne éditoriale qui est à 100% consacrée aux enjeux écologiques et ça, on en est totalement conscient. Ce qu'il faudrait, selon nous, c'est déjà introduire un angle d'analyse. Par exemple, un exemple assez emblématique de ce qui s'est passé, c'est le Salon du Bourget qui s'est tenu très récemment, donc le grand rendez-vous annuel des entreprises de l'aéronautique. Ils avaient mis à l'ordre du jour la question de la décarbonation du secteur. Donc, globalement, quand il y avait des articles qui parlaient du Bourget, on a parlé d'écologie. Par contre, les éléments de langage des entreprises ont été quasiment repris tels quels. Donc, en fait, il y avait des communiqués de presse qui sortaient et on voyait des mêmes éléments de langage d'un média à un autre qui n'étaient pas analysés avec beaucoup de rigueur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'allait pas confronter ce qui était dit par les entreprises avec les contenus des rapports scientifiques et la faisabilité des solutions. Nous, ça nous semble problématique parce que ça transmet des informations qui ont un intérêt économique sous-jacent assez net. Donc, par exemple, typiquement, le fait que ce soit possible de décarboner le secteur de l'aérien avec des biocarburants et de l'hydrogène, c'est une chimère. Globalement, les experts sont assez francs sur le sujet. Sur les questions de biocarburants, il y aura des conflits d'usage avec notamment l'agriculture et d'autres secteurs d'activité. Sur l'hydrogène, avec les industries lourdes qui auront besoin de se décarboner. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas dites. Et l'objectif sous-jacent du secteur à communiquer là-dessus, c'est « vous inquiétez pas, la croissance est compatible avec la transition écologique ». En fait, dans l'absolu, notre positionnement n'est pas de dire oui ou non à ça, mais au moins d'avoir des angles d'analyse qui nuancent cette certitude du secteur qui est basée sur juste une volonté de montrer que tout va bien pour continuer à vendre. Ouais, mais tu vois, là, sur cet exemple très spécifique de l'aviation, il y a une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Thibaut Inchep qui est sortie, qui a été sponsorisé par la GIFAS, donc le groupement des industriels de l'aéronautique. Et le titre de la vidéo, c'est « L'avion vert va sortir ». Enfin, l'avion qui ne pollue pas va sortir, et c'est pour bientôt. Est-ce que on considère ça comme du média, l'influence sur les réseaux? Et du coup, comment est-ce que ça doit être on en a rapidement parlé dans la proposition de loi là, que vous avez faite, mais comment est-ce que ça s'intègre dans ces trucs-là? Alors nous, on a volontairement omis de notre prisme d'analyse la question des influenceurs. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent spécifiquement sur le sujet, comme par exemple Paye ton influence. Amélie est passée dans le podcast aussi. Okay. Vous pouvez aller écouter tous les épisodes qu'on a mentionnés depuis le début, évidemment. Et donc, voilà, nous, on s'est dit que c'était pas forcément notre cheval de bataille parce que les médias, c'était déjà suffisamment lourd à porter. Mais bien entendu, les influenceurs sont une forme de média. Et d'ailleurs, ce qui est sorti dans les dernières études, c'est que plus on s'informe sur les réseaux sociaux, plus notre niveau de connaissance sur les sujets écologiques sont bas. Donc, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont une machine à désinformer sur les questions d'écologie. C'est important de faire monter le niveau d'exigence vis-à-vis des influenceurs pour que ce soit de moins en moins fait. Malheureusement, il y a aussi un rôle au niveau des plateformes numériques sur la régulation qui dépasse aussi un peu les influenceurs individuellement. Il faudrait qu'il y ait des normes plus importantes au niveau de l'Union européenne notamment. Donc, la question, c'est... par exemple, cet exemple de Thibaut InShape, c'est de la désinformation pure et dure. Et d'ailleurs, c'est sponsorisé. Donc, en fait, on voit bien que ça a été fait parce qu'il a gagné de l'argent pour transmettre cette information.
Mais là-dessus, en fait, voilà, nous, on se dit qu'on va d'abord mener le cheval de bataille des médias, aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier gage de confiance, le premier tiers de confiance sur l'information environnementale pour les Français. Donc, une désinformation d'un influenceur va avoir moins de portée sur la conviction que vont en retirer l'audience que une désinformation qui va provenir d'un média traditionnel. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc on arrive quand même à moins faire confiance à une personne unique qu'on voit régulièrement devant notre écran qu'à un média qu'on estime être bien informé. Oui, et puis ce qui est passé récemment sur l'obligation d'afficher quand il y a un sponsor de la vidéo, ça permet aussi de faire de la transparence sur l'intérêt économique sous-jacent. Donc ça, c'est déjà C'est pas encore très bien respecté. C'est pas du tout bien respecté. D'ailleurs, on épingle assez récemment des médias qui sont plutôt des médias sur les réseaux sociaux, comme par exemple Loopsider, qui a fait beaucoup de contenu sponsorisé qui était vraiment de la désinformation pure. Beaucoup d'ailleurs sur l'aérien, beaucoup aussi sur la malbouffe, les chaînes de fast-food qui incitent à des consommations carnées et à beaucoup de pollution plastique sans le dire. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on interpelle. Et il n'y avait pas forcément de mention du sponsor, donc c'était problématique. Mais voilà, c'est pas forcément notre angle d'attaque le premier. Et puisqu'on est sur la partie un peu genre plus individuelle, en tant que personne seule, en tant qu'individu, citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour aider à cette prise de conscience des médias ? Enfin, prise de conscience, surtout action. Nous, ce qu'on retire de l'expérience Quota Climat, c'est vraiment que l'interpellation citoyenne a un pouvoir assez important. Et surtout quand elle est faite de manière structurée, organisée, avec une communauté qui va dans le bon sens, etc. Donc, ce que j'en retire, c'est que nos compétences professionnelles, quand elles sont mises au service de notre engagement citoyen, ça a vraiment une force de frappe colossale. Nous, chez Quota Climat, nos compétences professionnelles, c'était plutôt de l'ordre du plaidoyer, du politique. Donc forcément, on s'est plutôt orienté là-dessus. Et jusqu'à présent, ça a plutôt l'air de bien fonctionner. On va voir comment se déroule la suite de l'histoire. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien. Et tout ce qui va être analyse citoyenne pour interpeller de manière assez pointue les médias sur des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas vraiment en fait, forcément se défendre, juste constater qu'en fait, en effet, il y a eu un mauvais traitement et s'améliorer par la suite, c'est vraiment efficace. Donc, des outils comme Ratio Climat sur LinkedIn ou ce genre de choses. Totalement, ça permet d'amplifier en fait, les interpellations citoyennes, donc c'est vraiment assez fort. Et c'est dérangeant en fait, pour un individu de se faire interpeller sur ses pratiques et de se dire ah bah oui, en fait, il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent que pour X et Y raisons bien formulées, ce que j'ai fait était incomplet. Forcément, par la suite, si je suis de bonne foi, j'ai envie de m'améliorer. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est assez fort. Donc globalement, ce que je conseille aux citoyens qui souhaitent s'engager sur les questions de climat, d'écologie, c'est de s'engager là où ils ont le plus de compétences pour le faire. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ces réponses. C'était un épisode passionnant, j'ai adoré. Et puis, on va bien suivre le projet pour voir où ça en est. Vous avez des audiences en septembre. C'est quoi les prochaines deadlines qu'on doit absolument regarder avec attention ? Alors, il va y avoir le groupe de travail transpartisan qu'on va suivre de près pour s'assurer que les auditions vont dans le bon sens, etc. Et vous y participez pas de façon directe. Vous êtes plutôt en mode organisation. Nous, on sera toujours en tant que partenaire parce qu'on a agrégé toute cette connaissance avec la proposition de loi citoyenne. Donc, on espère que ça pourra guider les travaux. Mais bien sûr, les parlementaires sont indépendants et travailleront de leur côté. Et ensuite, on travaillera à ce que la proposition de loi soit ambitieuse et toujours poussée avec cette communauté citoyenne incroyable. On a plein de partenaires qui nous relaient, etc. Donc ça, c'est vraiment super positif pour faire en sorte que la proposition de loi soit vraiment à la hauteur de nos espérances, parce que le pire qui puisse arriver, c'est que ça retombe comme un soufflet et qu'on se retrouve avec un texte de loi qui ne change rien. Comme une convention citoyenne pour le climat, comme une partie de la loi pour la restauration de la nature très récemment. Voilà. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'exemples où on sait que ça peut être des montagnes à gravir. Voilà. Mais donc, écoute, on vous souhaite tout le courage. On va évidemment vous soutenir, on va évidemment vous suivre. Et faites-le aussi sur Instagram, LinkedIn. Allez suivre Quota Climat, c'est hyper important. On s'en est rendu compte aussi avec la loi pour la restauration de la nature que les interventions de Claire Nouvian, de Camille Etienne, qui ont vraiment mobilisé autour de ça, ont vraiment fait en sorte que la loi puisse passer. Sans ça, ça n'aurait même pas été le cas. Alors on dit qu'elle a été un peu réduite et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été retirées de cette loi, mais elle serait juste pas passée s'il n'y avait pas eu ce mouvement citoyen. Donc allez suivre des mouvements comme Quota Climat, c'est hyper important pour réussir à faire avancer toutes ces grandes démarches de transformation. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup de l'invitation. Salut, ciao.